Le 14 novembre 1964, 3h17 du matin, dans une ruelle étroite et gorgée d'ombre derrière un supermarché banal de Fairfax, Virginie, sous un ciel plombé où la lune perçait à peine à travers les nuages bas et lourds de menaces nucléaires, un homme en imperméable usé, les épaules voûtées contre le vent froid qui charriait l'odeur âcre des poubelles débordantes, fouillait méthodiquement un conteneur métallique rouillé, ses gants de latex crissant sur le plastique humide des sacs éventrés, tandis que le bourdonnement distant d'une autoroute vide résonnait comme un avertissement inaudible, et que chaque froissement de papier semblait amplifier le silence oppressant de la nuit, où un simple ticket de caisse pouvait devenir la clé d'un empire d'ombre. Ivan Sokolov, nom de couverture pour un officier du KGB, infiltré depuis 8 ans sous l'identité impeccable de John S. Miller, mécanicien automobile de 42 ans dans un garage anonyme de Washington, D.C., avait ce soir-là accompli son rituel clandestin. Un dead drop dans un parc isolé de Arlington, où il avait glissé une pellicule de microfilm dans une boîte de conserve rouillée, enfouie sous un banc moussu, le cœur battant au rythme saccadé de sa montre suisse, tic-tac obsédant dans le silence des arbres qui ployaient sous la brise automnale, imaginant déjà les yeux invisibles du Center à Moscou décryptant ses rapports sur les mouvements des officiers de la CIA au Pentagone. Mais maintenant, de retour dans son appartement modeste du 3e étage d'un immeuble en briques défraîchies d'Alexandria, il ôtait ses chaussures avec une lenteur calculée, écoutant le craquement des lattes du plancher, qui trahissait peut-être un fil tendu, un micro dissimulé, et allumait une cigarette dont la braise rougeoyait comme un signal traître dans l'obscurité, tirant une bouffée profonde qui emplissait ses poumons de nicotine et de doute, car chaque bouffée durait une éternité, le temps s'étirant jusqu'à ce que le filtre noircisse entre ses doigts tremblants. De l'autre côté de la rue, dans une camionnette banalisée aux vitres teintées d'un noir mat, l'agent spécial du FBI, Robert Harlan, 38 ans, visage buriné par des nuits sans sommeil, scrutait à travers des jumelles infrarouges le rectangle pâle de la fenêtre de Sokolov, où la silhouette floue de l'homme se découpait contre la lueur jaunâtre d'une lampe de chevet, le souffle de Harlan se condensant sur le verre froid, tandis qu'il notait dans son calepin graisseux l'heure exacte du retour, 3h42, se demandant si ce citoyen modèle, père de famille apparente, avec une femme au foyer et 2 enfants à l'école publique, n'était pas le chaînon manquant dans la chaîne des illégaux soviétiques repérés par les écoutes de la NSA. Le moteur de la camionnette tout sautait faiblement, un ronronnement étouffé que Harlan maudissait intérieurement. Car dans cette guerre froide des nerfs, le moindre bruit pouvait alerter l'oiseau, et il imaginait Sokolov, là-haut, tendant l'oreille vers le vide, paranoïa viscérale qui rongeait les os comme un acide lent. Mais tout avait commencé 2 semaines plus tôt, le 31 octobre, lors d'une opération de trash cover routinière orchestrée par le contre-espionnage du FBI à Fairfax, où une équipe de 4 agents, déguisés en éboueurs municipaux, avec des salopettes tachées et des casquettes baissées, avait intercepté un camion à ordures au coin de la Maple Street, vidant méthodiquement les sacs sur une bâche plastifiée étalée dans une cour déserte éclairée par des projecteurs portatifs qui bourdonnaient comme des essaims d'abeilles enragées, leurs faisceaux balayant des épluchures de pommes de terre. Des boîtes de conserve vides de saumon russe, marque soviétique subtile, notées par l'agent Harlan d'une main gantée, et surtout des tickets de caisse froissés du supermarché Safeway, local, jaunis par l'humidité, portant des dates précises, des heures gravées en encre noire. Achat de pain de seigle, de lait entier, de cigarettes Winston, et de conserves de thon achetées invariablement les mardis et jeudis à 19h32, patterns qui, une fois cartographiés sur une table encombrée de cartes d'état-major dans les sous-sols du quartier général du FBI à Washington, coïncidaient parfaitement avec les horaires des transmissions radio interceptées
par la station de surveillance de la NSA à Sugar Grove, Virginie, signaux codés en morse émis depuis un émetteur caché près du supermarché. Vous fouillez ces tickets, Arlan, vos doigts calleux dépliant le papier humide sous la lumière crue des néons qui clignotent par intermittence, et chaque ligne imprimée. 2 pains de seigle, 1, 29 $, caisse, 4, 19h32, devient une aiguille dans la botte de foin, reliant le banal au mortel. Car ces achats ne sont pas aléatoires. Le mardi suivant, Sokolov avait été aperçu par un agent de rue près d'un safe house présumé à Falls Church. Le jeudi, un microfilm avait été récupéré par un courrier du KGB dans un hollow tree du parc adjacent. Les reçus tracent ses habitudes comme des empreintes digitales luminescentes, révélant des déplacements clandestins qui serpentent autour des cibles sensibles. Le département d'État, le bureau des passeports, et tandis que le vent froid siffle à travers les grilles d'aération du bunker, vous sentez le poids de l'histoire s'alourdir, sachant que ce bout de papier banal pourrait démanteler un réseau entier. Sokolov, ignorant tout, rentrait ce mardi-là du garage, les mains encore imprégnées d'huile de moteur et de graisse, poussant la porte de son appartement où l'odeur de choux bouillis flottait depuis la cuisine. Sa femme Elena, elle-même une agente dormante sous couverture d'infirmière, remuant une soupe avec une cuillère en bois qui raclait le fond de la casserole dans un rythme hypnotique, presque un code morse domestique. Les enfants dormaient dans la pièce voisine, leur respiration régulière, un mensonge fragile sur lequel reposait leur survie. Et Sokolov s'asseyait à la table formica, écaillé, dépliant le journal Washington Post dont les gros titres hurlaient sur la crise de Berlin, ses yeux glissant sur les lignes sans les lire vraiment, car son esprit recalait déjà les détails du dead drop à venir. Lieu, heure, signal de chalkmark sur un lampadaire, une flèche blanche discrète, et il allumait une autre cigarette, la fumée s'élevant en volute paresseuse vers le plafond taché d'humidité, où une ampoule nue pendait, oscillant légèrement au gré des vibrations d'un camion passant au loin, chaque oscillation amplifiant son anxiété, le temps s'étirant comme une toile d'araignée invisible. Pendant ce temps, dans les bureaux enfouis du FBI J. Edgar Hoover Building, encore en construction mais déjà grouillant d'agents en chemises blanches amidonnées, Arlan étalait les tickets sur une table de conférence éclairée par des tubes fluorescents qui bourdonnaient sans relâche, un vrombissement qui s'insinuait dans les tempes comme un interrogatoire incessant. Il appelait le labo photographique, voix basse dans le combiné au clic métallique. « Numérisez-moi ça », superposé au log de surveillance. Des heures passaient, le café refroidissait dans les tasses ébréchées et les patterns émergeaient. Sokolov achetait systématiquement au Safeway avant ses sorties nocturnes. Ses trajets en Ford Falcon 1958, plaque notée lors d'une filature préliminaire, menant invariablement à des zones de haute sécurité, et une carte murale s'emplissait d'épingles rouges, reliant le supermarché au parc, aux boîtes aux lettres mortes, aux antennes radio camouflées en pylônes électriques. La paranoïa du FBI se muait en certitude froide, tandis que dehors, la pluie martelait les vitres sales, un déluge qui noyait les rues dans un gris anonyme. Sokolov sentait-il le piège se refermer? Dans la cage d'escalier de son immeuble, chaque pas descendu le matin vers 6h45 résonnait comme un écho amplifié, les marches en bois grinçant sous ses semelles usées, et il jetait un regard furtif vers les boîtes aux lettres rouillées, vérifiant l'absence de chalkmarks adverses, signe des traqueurs. Le cœur serré par le silence trop parfait des voisins, portes closes derrière lesquelles des oreilles pouvaient écouter. À mi-chemin, il s'arrêtait, tendait l'oreille vers le bourdonnement d'un réfrigérateur lointain, le tic-tac d'une horloge invisible, et reprenait sa descente, sueur perlant sur sa nuque, malgré le froid automnal qui s'infiltrait par les fenêtres fendillées. Le jeudi suivant, 5 novembre, 19h28, Sokolov poussait le chariot grinçant dans les allées fluorescentes du Safeway, l'air saturé d'odeurs de pain frais
et de détergent bon marché, ses yeux balayant les caméras de sécurité factices ou pas, sélectionnant avec précision les mêmes articles. 2 pains de seigle pour le alibi domestique, du lait pour les enfants, des cigarettes et une boîte de thon Mercure importée, marque est européenne subtile qui le liait à ses origines. À la caisse 4, la caissière mâchonnait son chewing-gum. Bip du scanner rythmant la transaction et le ticket crachotait de l'imprimante thermique. 89 $. Heure exacte 19h32, qu'il fourrait dans sa poche sans y penser. Banalité fatale. Dehors, sous la pluie fine, la Ford démarrait dans un hoquet de moteur, phare perçant le brouillard. Direction le parc de Dead Run, où le Dead Drop l'attendait. Boîte de conserve sous le banc. Microfilm glissé avec des doigts engourdis. Signal chalkmark effacé d'un geste vif avant de s'éloigner. Ombre parmi les ombres. Harlan, planqué dans une berline à 2 blocs, notait tout, plaque, heure, direction. Mais c'étaient les tickets accumulés, une vingtaine maintenant, analysés par le service SIGINT du FBI qui scellait le sort. Courbe graphique montrant des pics d'activité les mardis, jeudis, superposés aux bursts radio du KGB interceptés sur 7,5 MHz, fréquence Numbers Stations émettant des groupes de 5 chiffres en russe codés, 47, 22, 91, répétés en boucle monotone, et une corrélation parfaite avec les achats. Le directeur adjoint, cigare éteint pincé entre les lèvres, approuvait l'escalade. Filature, 24/7, wiretaps sur la ligne domestique, micro dans les murs via un locataire complice au-dessus. Sokolov rentrait, trempé, la soupe réchauffée par Elena, qui posait des questions anodines. « Bonne journée au garage ?» Ses réponses monosyllabiques, masquant le tumulte intérieur. Le téléphone sonna trop tardivement ce soir-là, 22h17, un faux appel de routine du siège, via opérateur neutre, code pluie fine demain, confirmant réception du drop. Il raccrocha, regard vers la fenêtre où les rideaux tirés ne laissaient filtrer qu'un filet de néon de l'enseigne du dîner d'en face, et alluma la radio, statique crachotante masquant peut-être des écoutes, jazz diffusé depuis une station de Philadelphie comme alibi sonore. Les nuits s'allongeaient en supplice. Sokolov ne dormait plus, fixant le plafond où les ombres des branches dansaient sous le vent, imaginant des drones noirs survolant le toit, des agents en civil gravissant les escaliers. Un matin, il trouva un mégot de cigarette, non le sien, dans l'escalier. Winston, sa marque. Coïncidence ou surveillance? Paranoïa enflait, suffocante, chaque tic-tac de l'horloge murale un compte à rebours. Le FBI resserrait l'étau. Le 10 novembre, wiretap activé, enregistrement de l'appel codé transcrit mot à mot. Voix d'Elena feignant une conversation anodine avec sa sœur à New York, en réalité un handler du KGB à l'ONU. Et les tickets? Il cartographiait tout. Un achat à 19h32 précède toujours un burst radio à 20h15. Distance exacte 7 km du parc. Harlan, dans une salle obscure aux murs tapissés de moniteurs oscillants, zoomait sur des photos aériennes U2, repérant la Ford garée près du banc. Équipe Alpha en place, rotation toutes les 4 heures, odeur de fast-food rance dans les véhicules, blagues étouffées pour tromper l'attente interminable. Sokolov craquait imperceptiblement. Lors du dead drop du 12 novembre, il hésita 10 minutes près du banc, oreille tendue vers le craquement des feuilles mortes. Un joggeur lointaine, ombre humaine le faisant pivoter, microfilm remis mais cœur cognant comme un tambour de guerre. Rentrant, il fouillait ses poches, jetait le ticket de Safeway directement à la poubelle de l'immeuble. Erreur fatale. Sac municipal collecté à l'aube. Le 14 novembre, 5 heures du matin, équipe Trash Cover de nouveau en action. Sacs éventrés sous les projecteurs, tickets frais extraits, 19h32 du veille, superposés au log, dead drop,
confirmé par observation optique. Ordre d'arrestation signé à 6 heures, J. Edgar Hoover, en personne, validant depuis son bureau au rideau tiré. Vous êtes Sokolov, ce matin-là, descendant l'escalier à 7 heures précises, air automnal piquant vos poumons, Ford démarrant dans le garage souterrain où l'odeur d'essence rance se mêle à celle de la trahison. Au feu rouge de King Street, 2 berlines banalisées surgissent, phares aveuglants, agents en imperméable gris bondissant. FBI, mains en l'air, menottes froides, claquant sur vos poignets tandis que le monde s'effondre en silence assourdissant. Elena éveillée par les sirènes au loin, enfant pleurant dans l'appartement envahi. La salle d'interrogatoire du FBI, sous-sol du bâtiment Hoover, béton nu éclairé par une lampe unique, suspendue qui oscille comme un pendule de Foucault, 9h43. Sokolov, assis sur une chaise métallique boulonnée au sol, menottes entravant ses chevilles, face à Harlan, dont le visage impassible masque la triomphe froid, silence pesant s'étirant minutes après minutes, tic-tac d'une montre invisible amplifiée, cigarette offerte refusée d'un regard. Vos tickets de caisse, Ivan. Ou John, il raconte tous vos secrets. Et Harlan étale les reçus jaunis sur la table d'acier. Pattern souligné en rouge, carte montrant les dead drops, wiretaps joués en boucle, sa voix codée résonnant dans les haut-parleurs grinçants. Paranoïa se mue en effondrement. Sokolov fixe les tickets. Banalité domestique devenue chaîne, réalisant que sa vie, enfant, femme, garage, n'était qu'une toile d'araignée tissée pour piéger l'espion. Questions fuses, pauses interminables, où le bourdonnement des néons ronge l'âme, aveux suintent goutte à goutte, microfilms sur les officiers CIA, dead drops hebdomadaires, mais le vrai supplice est le silence post-aveu, quand Harlan sort, porte claquant, laissant Sokolov seul avec ses ombres, imaginant Elena en cellule voisine, enfant confié aux services sociaux, Moscou le reniant comme un chien galeux. Des semaines s'écoulent en limbo, transferts en convoi blindé vers une prison fédérale du Midwest, cellules aux murs suintants où l'eau goutte du plafond en rythme hypnotique, visites conjugales refusées, lettres censurées, où Elena écrit d'une plume tremblante « Les enfants demandent papa ». Et Sokolov, nom réel révélé au monde via un communiqué laconique du FBI, espion soviétique démasqué par des preuves banales, fixe le mur blanc, cigarette rationnée brûlant jusqu'au filtre, réalisant que les tickets n'étaient que le début, que la surveillance avait commencé des mois avant, habits tracés, poubelles pillées, vie disséquée. L'étau s'élargit, réseau démantelé, safe house perquisitionné, micros cachés dans des ampoules, radioémetteurs dans des faux plafonds, handlers à l'ONU exfiltrés in extremis par le KGB via valise diplomatique, mais Sokolov reste, pourrissant en isolement, où le tic-tac des horloges militaires rythme les jours en éternité, paranoïa intérieure le hantant. Était-ce un traître au Center? Une erreur de Center? Ou simplement la banalité humaine, un ticket jeté hâtivement? Elena, dans une cellule adjacente à Leavenworth, fixe le même mur gris, chuchotant des prières orthodoxes oubliées, tandis que les enfants, rebaptisés sous une nouvelle identité dans le Nebraska, grandissent avec des photos truquées d'un père mort en accident. Et Harlan, promu, trie de nouveaux tickets dans un bureau aux néons éternels, sachant que la guerre froide des poubelles ne s'arrête jamais, chaque froissement de papier un potentiel apocalypse. Des mois plus tard, audience préliminaire sous un ciel de plomb à Washington, Sokolov menotté comparaissant devant le juge, flash des photographes perçant les vitres blindées, témoignages lus à voix monotone, ticket Butter 47, 19h32, coïncidant avec transmission burst. Et lui, tête baissée, sans le poids des regards. Journaliste, diplomate soviétique feignant l'indifférence, réalisant que l'ordinaire avait tué l'extraordinaire, que ses pains de seigle et son lait avaient vendu son âme. La sentence tombe, 30 ans ferme,
marteau du juge claquant comme un verrou final, et en cellule, Sokolov allume sa dernière cigarette rationnée, fumée s'élevant lente vers le plafond bas, où une fissure suinte l'humidité. Tic-tac incessant du couloir des condamnés, amplifiant l'inévitable. Vie terminée. Ombres éternelles. Banalité fatale gravée dans les annales du contre-espionnage. Mais le silence persiste, plus lourd que les chaînes, dans les bureaux du FBI, où de nouveaux sacs de trash attendent sous les projecteurs. Bourdonnement des néons promettant que la chasse continue. Paranoïa infinie de la guerre froide. Suded de Banane, acte 2. Les ombres du Nebraska. Années 70, Leavenworth, Kansas. Sokolov, amaigri sous la lumière jaunâtre des ampoules anti-suicide, trace des cartes invisibles sur la table écaillée de sa cellule. Les codes NAM défilent en boucle. Polar Star, Midnight Express, Breadbasket. Il murmure les fréquences oubliées, synchronise son pouls au tic-tac des voisins, violeurs, mafieux, traîtres comme lui. La routine carcérale est un nouveau terrain d'opération. Troc de cigarettes pour des nouvelles du monde, un gardien polonais aux sympathies slaves, glissant des journaux froissés sous la porte. Pravda, déguisé en comics. Dehors, Harlan, colonel à présent, arpente les couloirs du Langlais avec un dossier sous le bras. Opération Dustbin 2. Promotion amère. Sa femme l'a quitté, lassé des nuits solitaires, des appels codés à 3 heures du matin. Les sacs poubelles s'empilent toujours, triés par IA primitive. IBM Punchcard, analysant motifs de déchets, anomalies sérielles dans les tickets de supermarché. Un nouveau suspect émerge. Un diplomate est allemand à Chicago, lait entier et pain de seigle, 19h30 précise. Harlan hésite, allume un Lucky Strike. Et si c'était une taupe à lui? Paranoïa mirorée, comme un reflet dans une flaque d'huile. Au Nebraska, les enfants de Sokolov, Ivan rebaptisé Johnny, Nadia, Nancy, grandissent sous le ciel des tornades. Photos truquées jaunissent sur le frigo. Papa en ouvrier du Midwest, mort dans un silo à grains. Mais les cauchemars persistent. Murmures russes dans le vent, un tic-tac imaginaire sous le lit. À 14 ans, Johnny fouille le grenier, trouve une pellicule microfilmée cachée dans une ampoule brisée. Image floue de valise diplomatique. Handler au sourire figé. Il écrit à l'ambassade soviétique, anonyme. Père vivant. Besoin d'aide. Lettre jetée dans une poubelle publique. Ticket, RAL 892, 19h28. Elena, transférée à Alderson, tisse des napperons en silence, prières orthodoxes devenues comptines pour les codétenus. Une visiteuse, agente du GRU infiltrée, faux tailleur new-yorkais. Sokolov tient. Exfiltration en cours. Plan audacieux, émeute orchestrée. Camionnette de pain de seigle comme cheval de Troie, hélico KGB au-delà des barbelés. Mais la banalité frappe encore. Un ticket de supermarché dans les déchets de la prisonnière. Coïncidence fatale. Alerte FBI. Washington. Audience secrète. Harlan témoigne, voix rauque. Même schéma. Pain, lait, ticket horaire. La guerre des poubelles ne dort jamais. Juge hoche la tête. Marteau en suspens. Flashback. Sokolov en isolement. Recevant un message gravé sur une cuillère tordue. Center approuve. Patience. Il sourit dans l'ombre. La sentence n'était qu'un leurre. 30 ans pour couvrir l'opération Phoenix. Renaissance sous nouveau nom. Nuit d'orage sur Leavenworth. Émeute éclate. Hurlements. Sirènes. Fumigènes artisanaux. Sokolov s'échappe dans le chaos, costume rayé déchiré, courant vers un point de rendez-vous, champ de maïs, valise diplomatique enterrée. Harlan, alerté, bondit en hélico, projecteur balayant les épis. Confrontation finale sous la pluie. « Ton ticket t'a tué, Sokolov !» Réplique du Russe, essoufflé. « Non, Harlan, c'est le tien qui commence.
Bourdonnement des néons reprend, sac poubelle intact. La chasse mute, paranoïa éternelle. Tic-tac des horloges militaires annonçant l'acte 3. Phénix renaît des cendres banales. Acte 3. Phénix des poubelles. Dawn sur les banlieues de Cleveland. Sokolov, rasé de frais, nom d'emprunt. Victor Hale, ouvrier chez General Mills. Maisonnette modeste. Frigo garni de yaourt Danone et pain de seigle. Johnny, 18 ans maintenant, étudiante en ingénierie, range les poubelles. Ticket, 1472, 14h56, supermarché Kroger. Père, murmure-t-il en le glissant dans sa poche. Réponse dans le vent, murmure slave. Arlan, muté au contre-espionnage domestique, bureau encombré de sacs plastiques étiquetés. Photo granuleuse. Sokolov au supermarché, Elena évadée d'Alderson via le camion de pain. Trace de levure sur un badge FBI égaré. La guerre des poubelles reprend, grogne-t-il au téléphone. Supérieur, Phénix est lancé. Infiltration agro-industrielle. Grains, code. Chaque ticket, une ligne de front. Flashback Moscou, centre. Général Ivanov, cigare éteint. Sokolov renaît. Réseau de silos, transmission microfilmée via semences OGM. Johnny, atout familial. Arlan, appât. Écran clignote. Plan Ad Phoenix. Valise diplomatique troquée pour sac de farine. Handler en livreur UPS. Johnny reçoit colis anonyme. Ampoule brisée. Pellicule inside. Image nette. Arlan en 1972. Stalingrad revisité. Ticket soviétique froissé dans sa main gantée. Traître? Le tic-tac sous le lit s'accélère. Il appelle l'ambassade. Voix codée. Ticket Mirositio 1472. Confirme. Rendez-vous. Silo. 7. Nuit. Champ de maïs reconverti en ferme pilote. Sokolov. Hale attend. Valise enterrée. Elena arrive. Tailleur neuf. Napperon brodé en poche. Message gravé. Famille unie. Johnny surgit des épis. Papa, les murmures, étreinte muette. Hélico KGB bourdonne au loin. Faux drone agricole. Arlan déboule. Convoi FBI. Projecteur sur les silos. Fusillade feinte. Balles en caoutchouc. Fumigène au levain. Confrontation sous averse de grains. Sokolov, tes tickets payent la trahison. Russe rit. Cuillère tordue en main. Arlan, ton ticket bleu 192, poubelle publique 1968. Tu as posté ma lettre. Double agent depuis le Midwest. Révélation, flashback 19h28, Washington. Arlan, jeune agent, jette la lettre de Johnny, mais la récupère. Chantage soviétique. Travaille pour nous ou ton silo familial explose. Pain de seigle partagé en secret. Tickets échangés comme mots doux. Juge de l'audience? Complice. Émeute d'Alderson? Orchestrée par duo. Chaos final. Silo s'ouvre. Semences explosives libèrent microfilm. Preuve pulvérisée en confetti blé. Arlan, arme au poing. Phénix brûle? Sokolov. Non. Il vole sur nos ailes banales. Hélico atterrit. Famille embarque. Arlan, seul, ramasse ticket, basé 1001, dans la boue. Son propre, daté demain. Bourdonnement des néons s'éteint. Sac poubelle vide. Tic-tac stoppé. Épilogue. Moscou. Datcha enneigée. Sokolov, vrai nom gravé sur cuillère, sourit à Johnny. La guerre des poubelles? Éternelle. Prochain ticket? Toi. Écran fond au noir. Froissement de plastique. Fin.